La pauvre paysanne offrit un abri à un vieil homme qui frappa à la porte de sa maison, sans imaginer qu'il était un... Clarisse vivait à l'écart du monde, dans une petite cabane de pierre et de bois, légèrement en pente, à la lisière d'un bois touffu, non loin de Limoges. Elle avait 30 ans et portait sur le visage les marques discrètes de ceux qui ont appris à se contenter de peu. Ses jours étaient rythmés par les saisons, les récoltes de légumes, la traite des chèvres, la fabrication de fromage et les allers-retours au village pour vendre ses produits. Une vie austère mais paisible, coupée du bruit et du tumulte du monde extérieur. Ce soir-là, la pluie battait les vitres avec violence. Le vent poussait les branches contre les murs de la cabane et les éclairs illuminaient l'intérieur par brefs instants, projetant des ombres fantomatiques sur les murs. Clarisse, roulée dans un châle en laine grossière, finissait une soupe de légumes quand elle entendit frapper à la porte. 3 coups secs, hésitants. Elle se leva, méfiante. À cette heure, et par un tel temps, qui pouvait bien chercher refuge ici? Elle ouvrit lentement, le cœur battant. Sur le seuil, un vieil homme trempé jusqu'aux os se tenait là, le visage à moitié caché par un chapeau déformé et un manteau trop grand pour lui. Ses mains tremblaient. Il ne disait rien, mais son regard la suppliait. Clarisse hésita. Tout en elle criait prudence. Elle vivait seule, et les histoires de mauvaises rencontres circulaient souvent dans les cafés du village. Mais quelque chose dans les yeux du vieillard la désarma. Une fatigue ancienne, comme celle d'un homme qui avait marché trop longtemps sans but, s'y lisait clairement. Elle s'écarta sans dire un mot et lui fit signe d'entrer. L'homme inclina la tête en guise de remerciement, sans prononcer un mot. Il s'avança lentement, laissant derrière lui une traînée d'eau sur le sol. Clarisse referma la porte, un frisson courant le long de son dos, sans savoir si c'était dû au froid ou à la situation inattendue. Elle lui tendit une couverture qu'il accepta avec reconnaissance, puis l'invita à s'asseoir près du feu. Ils restèrent silencieux un moment. Clarisse ajouta une bûche dans l'âtre et reprit sa soupe, jetant de temps à autre un regard vers l'homme. Il observait la pièce comme s'il la découvrait et la reconnaissait en même temps. Ses yeux se posaient sur chaque objet avec une intensité troublante. La vieille commode en chêne, les pots de confiture sur l'étagère, le tissu brodé au mur. Clarisse sentit un malaise l'envahir, une sensation étrange, comme si elle partageait son intimité avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait un inconnu. Elle lui tendit une assiette de soupe. Il hocha la tête et mangea lentement, méthodiquement, sans relever les yeux. Elle voulut lui demander son nom, d'où il venait, ce qu'il faisait ici, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quelque chose chez lui imposait le silence, comme une présence trop lourde pour être brisée par de simples paroles. Quand il eut terminé, elle installa un lit de fortune près du poêle, avec des couvertures épaisses et un vieux matelas roulé. Il s'allongea sans un mot, puis, dans un souffle presque imperceptible, murmura un « merci » rauque, qui ressemblait plus à un soupir qu'à une parole véritable. Clarisse éteignit la lampe à pétrole et s'allongea elle aussi, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le vent continuait de hurler dehors, et dans le silence entre 2 rafales, elle percevait la respiration régulière du vieil homme. Pourtant, le sommeil tardait à venir. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement l'étrangeté de la situation ou la présence d'un inconnu dans sa maison. C'était autre chose, de plus profond. Elle avait eu l'impression fugace que, lorsque leurs regards s'étaient croisés, il l'avait reconnu. Mais d'où? À ce moment précis, un éclair fusa au dehors, illuminant la pièce comme en plein jour. Le vieil homme, les yeux fermés, semblait paisible. Clarisse, quant à elle, sentait que cette nuit ne serait que le début d'une histoire plus vaste, plus ancienne que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le matin se leva sur un ciel lourd et gris. La pluie a cessé, mais l'humidité s'accroche aux murs de pierre et la brume entoure la cabane comme un voile. Clarisse se lève tôt comme à son habitude, tirant de l'eau du puits, allumant le feu, préparant une bouillie d'avoine qu'elle mange à moitié, l'esprit ailleurs. La présence du vieil homme dans la pièce d'à côté pèse sur elle. Il dort encore, ou du moins fait semblant. Depuis son arrivée, quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas la peur, pas tout à fait, mais une tension sourde, une attente, un soupçon d'inconnu qu'elle ne sait nommer. Quand il émerge enfin de sous les couvertures, le visage encore marqué par la fatigue, Clarisse remarque les traits tirés, les yeux rougis, mais aussi la posture droite, presque digne malgré la misère de ses vêtements. Il ne parle pas. Il la salue d'un mouvement de tête, prend le bol qu'elle lui tend et mange lentement en silence. Tout en lui semble observer, mais pas de la manière intrusive d'un curieux.
Non, c'est plus profond, comme s'il cherchait à ancrer chaque détail dans sa mémoire. Les gestes de Clarisse, la manière dont elle dépose le bol, la façon dont elle passe la main sur le rebord de la table, tout semble lui rappeler quelque chose. Et Clarisse le sent. Elle ne pose pas de questions. Elle attend qu'il parle, mais il ne dit rien. Elle se rend à l'étable, s'occupe des chèvres, puis revient à la maison trouvant le vieillard assis devant le feu, les yeux perdus dans les flammes. Le silence persiste, mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence dense, chargé d'histoires qu'on refuse encore de raconter. Clarisse sent monter en elle une nervosité. Elle n'a jamais été bavarde, mais cette inertie la ronge. En fin de matinée, elle tente une approche. Elle s'assied à la table, face à lui, et demande simplement « Vous avez marché longtemps ?» Il hoche la tête, puis, après un moment, répond d'une voix grave, presque éraillée « Plusieurs jours. Je ne comptais plus. Et c'est tout. Rien d'autre ne vient. » Clarisse attend, espère qu'il poursuive, mais le silence revient, plus épais qu'avant. Elle retourne à ses tâches. Dans l'après-midi, elle trie des légumes, puis répare un panier brisé. Il reste là, toujours silencieux, la suivant du regard. Quand elle passe près de lui, elle perçoit son souffle court, comme s'il avait du mal à rester éveillé. Elle lui propose de se reposer à nouveau, ce qu'il refuse d'un signe de tête. Il reste droit, digne, presque figé dans le temps. Le soir approche, le vent se lève de nouveau. Clarisse prépare un potage simple. Elle lui sert une assiette et il mange sans un mot. Le cliquetis des cuillères est le seul bruit dans la pièce. Puis, sans prévenir, il demande « Vous vivez seul depuis longtemps ?» Clarisse le regarde, surprise. Ce sont ses premiers mots depuis le matin. Elle répond méfiante « Depuis toujours. » Il ne réagit pas. Ses yeux se plissent, comme s'il cherchait à lire quelque chose sur son visage. Puis il détourne le regard et murmure « C'est un endroit calme ici, isolé. On y pense, on y se rappelle. » Clarisse sent une gêne monter en elle. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on dit à une étrangère. Et surtout, il y a cette manière qu'il a de parler de souvenirs, comme si ce lieu lui appartenait déjà. La nuit tombe, plus froide que la précédente. Clarisse prépare à nouveau un couchage pour lui, mais cette fois, il reste assis, les yeux rivés à la fenêtre. Il murmure à nouveau, presque pour lui-même, « Le bois n'a pas changé, les pierres non plus. Même l'odeur est la même. » Elle fronce les sourcils. Il a dit cela sans réfléchir, comme si ses souvenirs avaient pris le dessus. Elle s'approche lentement. « Vous êtes déjà venu ici ?» demande-t-elle. Il tourne la tête vers elle, comme surpris par sa propre remarque. Il ne répond pas immédiatement. Puis il dit simplement « Il y a longtemps, très longtemps. » Clarisse ne pousse pas plus loin. Quelque chose dans son ton la dissuade. Mais à l'intérieur, une certitude naît. Cet homme connaît cet endroit. Peut-être même l'a-t-il connu avant elle. Dans la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Allongée sur sa paillasse, elle écoute les bruits de la maison. Le craquement du bois, le souffle du vent, le léger ronflement du vieil homme. Mais surtout, elle entend les non-dits, ces mots qu'il ne dit pas, ces regards trop prolongés, ce silence trop habité. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas donné de nom. Et pourtant, il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Chaque geste, chaque recoin de la maison semble le ramener ailleurs, à une autre époque, à une autre vie. Le lendemain, en préparant le petit déjeuner, elle surprend son regard posé sur un vieux meuble hérité de sa mère. Elle demande « Vous le regardez souvent, ce buffet. Il vous rappelle quelque chose ?» Il hoche la tête, sans un mot. Puis, après un long silence, il dit « Il appartenait à Odette. » Clarisse laisse tomber la cuillère qu'elle tenait. Le bruit résonne comme un coup de tonnerre dans la pièce. Elle se retourne lentement. « Comment ? Vous connaissez ce nom ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Il ne répond pas tout de suite. Il semble se refermer, pris entre l'envie de parler et la peur de dire trop. Enfin, il dit « Elle était une amie, une personne que j'ai beaucoup estimée. » Clarisse recule d'un pas. Odette, c'était le nom de sa mère. Une femme discrète, morte quand elle n'avait que 8 ans, emportée par une maladie soudaine. Personne au village ne parlait jamais d'elle en détail. Elle avait vécu en retrait, comme sa fille aujourd'hui. Comment cet homme, sorti de nulle part, pouvait-il connaître ce nom et reconnaître ces meubles? Le silence reprend plus lourd que jamais. Clarisse sent une boule se former dans sa gorge. Ce n'est plus de la méfiance, c'est de l'angoisse, pure et dure. Cet homme n'est pas venu ici par hasard. Il ne s'est pas arrêté à sa porte à cause de la pluie.
Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, mais il ne dira rien de plus ce jour-là. Et Clarisse, désormais, ne dort plus tranquille. Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, Clarisse sentit que l'atmosphère dans la cabane avait changé. Le vieil homme, jusque-là silencieux et réservé, semblait animé d'une nouvelle volonté. Il s'était levé avant elle, assis à la table de bois rugueux, observant les flammes qui vacillaient dans l'âtre. Clarisse le salua d'un ton neutre, essayant de dissimuler le trouble qu'elle portait depuis la veille. Il répondit d'un signe de tête, comme toujours, mais cette fois ses yeux paraissaient chercher quelque chose de précis chez elle, comme s'il attendait une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée. Elle prépara le petit déjeuner dans le silence, tendant un bol de lait chaud, quelques tranches de pain durci et un morceau de fromage. Il accepta sans un mot, mangeant lentement, avec cette minutie presque cérémoniale qui le caractérisait depuis son arrivée. Clarisse, les mains occupées à peler une pomme de terre, finit par rompre le silence. Elle voulait comprendre, même si une partie d'elle redoutait les réponses. « Vous avez connu ma mère ?» demanda-t-elle, la voix posée. Il leva les yeux vers elle, lentement, puis acquiesça d'un simple mouvement. Rien de plus. « Vous étiez de sa famille ?» poursuivit-elle. Le silence s'installa, long, étouffant. Puis il répondit enfin, d'un ton rauque, « Non, pas comme vous l'imaginez. » Et cela, loin de calmer les interrogations de Clarisse, ne fit que les renforcer. Elle se leva brusquement, les nerfs à vif. « Alors expliquez-moi. Dites-moi ce que vous savez. Dites-moi ce que vous faites ici. » Il la regarda longuement, ses traits fatigués mais fermes, et répondit « Je ne suis pas encore prêt. » Ces mots tombèrent comme une pierre. Clarisse le fixa, incrédule. « Pas prêt ? Vous débarquez chez moi, en pleine nuit, vous parlez de ma mère comme si vous l'aviez connue mieux que moi, et vous dites que vous n'êtes pas prêt. » Il baissa les yeux, et dans ce simple geste, elle sentit non pas de la faiblesse, mais une forme de respect, presque de honte. Elle soupira, lasse, et s'éloigna vers l'arrière de la maison pour prendre l'air. Plus tard dans la journée, alors qu'elle coupait du bois près de la remise, il s'approcha d'un pas lent. Il ne disait rien, mais l'observait avec cette intensité à laquelle elle commençait à s'habituer. Finalement, il parla. « Vous portez le même regard qu'elle. » Clarisse s'arrêta net. « Quoi ?» Il répéta, plus doucement. « Le même regard, fier, un peu triste, mais lucide. » Clarisse se détourna gênée, en colère même, sans trop savoir pourquoi. Il était là depuis à peine 2 jours et parlait d'elle comme s'il la connaissait depuis toujours. Mais ce fut sa question suivante qui la frappa de plein fouet. Une simple phrase, posée presque innocemment, mais qui glaça le sang de Clarisse. « Vous souvenez-vous d'une femme appelée Odette ?» Elle se retourna lentement, le visage figé. C'était le prénom de ma mère. Pourquoi cette question? Il ne répondit pas. Ses yeux cherchaient visiblement une réaction, une émotion, quelque chose qu'il pouvait lire sur ses traits. Clarisse sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était plus du hasard. Ce vieil homme ne s'était pas égaré. Il était venu pour elle, pour cette maison, pour un passé qu'elle croyait enterré depuis longtemps. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi en disant si peu? Ils retournèrent à la cabane sans échanger un mot. Clarisse, troublée, alla fouiller dans un vieux tiroir au fond d'un meuble oublié. Elle savait qu'il y avait là un petit coffret contenant quelques souvenirs de sa mère, une broche, un mouchoir brodé et une vieille photographie en noir et blanc. Sa mère y apparaissait jeune, souriante, devant une maison de pierre qu'elle ne reconnaissait pas. Derrière elle, un champ. Rien de distinctif. Clarisse prit la photo et la montra à l'homme. « Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose ?» Il la prit, la contempla longuement. Ses doigts tremblaient légèrement. Puis ses yeux s'humidifièrent. Clarisse le vit lutter pour contenir une émotion. Finalement, il souffla, presque inaudible. « Elle était comme une sœur pour moi. » Clarisse ne sut que dire. Les mots la fuyaient. Il lui rendit la photo, mais elle voyait bien que quelque chose en lui s'était fissuré. Les heures passèrent, chargées de tension. Le soir venu, ils dînèrent dans un silence encore plus pesant que les autres. Clarisse observait chaque mouvement du vieillard, cherchant à deviner la suite. Il n'était pas venu ici pour s'abriter de la pluie. Il était venu chercher un lien, peut-être une réparation. Et elle se retrouvait au milieu, sans l'avoir demandé. Tard dans la nuit, elle se leva pour aller chercher de l'eau et le trouva assis, seul, les yeux fixés sur le portrait de sa mère qu'elle avait laissé sur la table. Il ne bougeait pas. Il semblait parler sans émettre de son, comme s'il s'adressait à la photographie. Elle l'écouta sans interrompre ce moment,
consciente qu'elle assistait à quelque chose d'intime. Lorsqu'il sentit sa présence, il se redressa et dit « Elle n'aurait pas voulu que je garde le silence, mais parfois le passé est un poids trop lourd. » Clarisse s'assit face à lui. Elle ne voulait plus fuir, elle devait savoir. Elle demanda plus calmement cette fois « Qui étiez-vous pour elle ?» Il ne répondit pas directement. Il regarda le feu longuement puis dit « J'ai failli être celui qui aurait dû veiller sur vous, mais j'ai échoué. » Ces mots s'imprimèrent dans l'esprit de Clarisse comme une énigme. Elle voulait comprendre. Il n'était pas son père, elle le savait. Mais il connaissait sa mère, il connaissait cette maison, et maintenant il disait qu'il aurait dû veiller sur elle. Tout en elle criait qu'il y avait là une vérité plus grande, une histoire oubliée qui touchait à ses racines. Elle sentit que les jours suivants seraient décisifs. Ce n'était plus seulement la question d'un inconnu à sa porte, c'était le passé qui venait réclamer sa place. Et Clarisse, malgré la peur, était prête à l'écouter. Au matin du 4e jour, Clarisse se leva avec une sensation d'inconfort qui ne venait pas seulement de la dureté du matelas ou du froid dans l'air. C'était une tension intérieure, une impatience qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Elle avait besoin de réponses, mais le vieil homme, fidèle à son mutisme partiel, laissait encore trop de choses dans l'ombre. Il n'était pas hostile ni agressif, mais il possédait cette manière frustrante de toujours dire à moitié, de laisser les choses suspendues, comme si la vérité entière devait venir à son propre rythme. Pourtant, Clarisse sentait que la clé de ce mystère n'était pas loin. Il y avait eu des fissures dans son silence, des regards trop lourds de souvenirs pour qu'il n'y ait pas derrière eux une histoire précise. Tandis qu'il somnolait dans un coin de la pièce, enroulé dans une couverture, Clarisse retourna vers l'ancien buffet de sa mère, ce meuble qu'elle avait si souvent ignoré, mais qui semblait depuis peu murmurer des fragments de son passé. Elle ouvrit le tiroir inférieur, celui qu'on n'utilisait plus, coincé et poussiéreux. Elle dut forcer un peu, tirant avec précaution pour ne pas briser la poignée usée. À l'intérieur, elle trouva des chiffons, quelques boutons égarés, des papiers jaunis. En fouillant plus loin, ses doigts rencontrèrent un cadre rigide, enveloppé dans un tissu. Elle le sortit avec lenteur, sentant déjà l'importance de ce qu'elle tenait entre ses mains. Elle ôta le tissu, révélant une photographie ancienne, prise probablement dans les années 60. Le noir et blanc avait jauni, mais les visages restaient distincts. Une jeune femme qu'elle identifia sans peine comme sa mère, Odette, posait devant une maison qu'elle ne reconnaissait pas. À ses côtés, un homme au visage flou, légèrement tourné vers elle. Clarisse observa la photo avec attention. Ce n'était pas un portrait posé. Il y avait dans les regards quelque chose de sincère, de vivant. Elle retourna le cadre et vit une inscription au dos, écrite à la main. Odette et Gustave étaient 74. Le nom lui brûla les yeux. Gustave. Ce prénom, elle ne l'avait jamais entendu dans les histoires autour de sa mère. Aucun villageois ne l'avait jamais mentionné. Et pourtant, il semblait avoir été assez proche d'Odette pour apparaître à ses côtés dans un moment manifestement intime. Elle replaça le cadre sur la table, le cœur battant, puis se tourna vers le vieillard. Il avait ouvert les yeux. Il la fixait sans rien dire, mais son regard avait changé. Ce n'était plus seulement celui d'un inconnu. Il y avait dans ses pupilles une lumière de reconnaissance, presque de soulagement. Elle posa la photo devant lui sans parler. Il tendit la main lentement comme si l'objet était sacré. Lorsqu'il prit le cadre, ses doigts se crispèrent légèrement. Il resta là, longtemps, à contempler l'image, comme si elle l'emportait ailleurs. Clarisse n'osa pas le presser. Elle le laissa dans son silence, observant les traits de son visage se durcir puis s'adoucir, puis s'emplir d'une tristesse profonde. Lorsqu'il parla enfin, ce fut d'une voix rauque, presque cassée par l'émotion. Elle était comme une sœur pour moi, mais nous n'avions pas le même sang. Nous avions grandi ensemble dans des fermes voisines. Elle n'a jamais su ce que c'était que la sécurité. Et moi, j'avais tout, et je ne voulais rien. Clarisse l'écoutait sans interrompre. Il continuait. Mon père possédait plusieurs hectares, des terres, des bêtes, une maison que j'aurais héritée. Mais j'ai refusé tout cela, parce que je voulais vivre selon mes choix, et Odette en faisait partie. Clarisse sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne voulait pas entendre une histoire d'amour perdu. Elle voulait comprendre d'où elle venait, qui elle était, et pourquoi cet homme se retrouvait aujourd'hui, des décennies plus tard, sur le pas de sa porte. Il devina ses pensées. Ce n'était pas une romance, ce n'était pas une histoire de cœur, c'était un pacte entre deux êtres abîmés qui tentèrent de survivre dans un monde trop dur. Quand elle est tombée enceinte, ce n'était pas de moi.
Mais je l'ai protégée, comme j'ai pu, jusqu'au jour où elle a décidé de partir. Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres jetées dans l'eau. Clarisse sentit la morsure du doute. Sa mère avait fui. Mais pour aller où? Et pourquoi cet homme disait-il cela aujourd'hui? Il semblait lire en elle car il ajouta aussitôt « Elle ne voulait pas que vous grandissiez dans les disputes, les rancunes, les terres qu'on se déchire. Elle voulait la paix, l'oubli. » Clarisse se leva, les mains tremblantes. Elle prit la photo, la replaça dans le tissu et la rangea à nouveau dans le tiroir. Puis, elle se tourna vers lui. « Pourquoi êtes-vous venu maintenant, après toutes ces années ?» Il baissa les yeux. « Parce que je n'ai plus beaucoup de temps, et parce que je ne pouvais pas mourir sans réparer ce qui a été brisé. » Elle ne répondit pas. Elle sentait qu'un pan entier de son histoire venait de se fissurer, de s'ouvrir sur un précipice qu'elle n'avait jamais soupçonné. Sa mère, qu'elle avait toujours idéalisée comme une femme forte mais solitaire, apparaissait soudain comme une figure entourée de secrets, de choix douloureux, de départs précipités. Et ce vieil homme, Gustave, ne cessait de faire surgir des fragments d'un passé qu'elle croyait à jamais figé dans le silence. Le soir venu, Clarisse alla chercher un peu d'air dans le champ derrière la maison. Le vent soufflait doucement sur les herbes hautes et le ciel s'assombrissait lentement. Elle pensa à tout ce qu'elle venait d'entendre, à cette photo, à ce nom écrit au dos. Gustave. Il était là, chez elle, vivant, parlant par morceaux, et pourtant il semblait appartenir déjà au passé. Lorsqu'elle rentra, il était de nouveau assis près du feu. Il ne releva pas les yeux, mais sa voix s'éleva faiblement. « Je vous dois la vérité, toute la vérité, pas demain, pas un autre jour, mais bientôt. » Clarisse s'assit, l'écoutant respirer, sentant que le passé ne s'effaçait pas. Il était là, devant elle, sous la forme d'un vieil homme fatigué, mais porteur d'un nom qu'elle avait toujours cherché sans jamais le trouver. Et maintenant, il n'était plus question de fuir. Le 5e jour s'annonçait gris, pesant. Un ciel uniformément couvert de nuages bas laissait présager une journée sans lumière véritable. Clarisse s'était levée avant l'aube, incapable de trouver le sommeil après la révélation de la veille. Les mots de Gustave résonnaient encore dans son esprit, martelant ses pensées sans répit. Il avait connu sa mère, Odette. Il avait été proche d'elle, plus que quiconque n'en avait jamais parlé. Et maintenant, ce vieil homme venait de faire basculer l'image qu'elle avait de son propre passé. Pourtant, elle sentait qu'il ne lui avait pas encore tout dit. Il tournait autour d'une vérité plus vaste, plus lourde, qu'il n'avait pas encore le courage d'avouer. Pendant qu'il dormait encore, Clarisse entreprit de ranger la vieille malle que sa mère gardait toujours fermée dans la remise attenante à la maison. Elle n'y avait pas touché depuis des années, respectant presque instinctivement le silence que ce coffre imposait. Elle l'ouvrit avec difficulté, la serrure étant rouillée, les charnières grinçantes. À l'intérieur, des couvertures usées, des vêtements anciens et quelques boîtes en fer blanc contenant des objets épars. Elle fouilla méthodiquement, non pas avec une intention précise, mais poussée par une intuition née du désordre des jours précédents. Sous un tas de vieux tissus, quelque chose glissa et tomba à ses pieds. Elle se pencha, ramassa ce qui s'était échappé, un morceau de papier épais, jauni par le temps, légèrement déchiré sur les bords. Elle le déplia avec précaution. Il s'agissait d'une carte dessinée à la main, représentant une parcelle de terre avec plusieurs repères numérotés, des lignes indiquant des clôtures, des haies, une source, une bâtisse notée comme « Maison du Haut ». En bas à droite, une signature manuscrite, un nom clairement lisible malgré les années, G. Duval. Clarisse sentit son cœur se contracter. Duval. Ce nom, elle ne l'avait vu que dans un seul contexte, celui du père qu'elle n'avait jamais connu, dont sa mère avait toujours refusé de parler. Le peu qu'elle savait, elle l'avait entendu de la bouche d'anciens du village, à demi-mot, comme un sujet qu'on préfère éviter. Et voici qu'un document portant ce nom surgissait d'un passé soigneusement dissimulé. Elle retourna la carte, espérant y trouver une date ou une annotation, mais rien d'autre n'apparaissait. Elle resta là un moment, à fixer le papier, sentant une tension croissante s'installer dans sa poitrine. Elle revint à la maison avec la carte pliée dans la poche de sa jupe. Gustave était éveillé, assis près du feu, un bol vide devant lui. Il releva la tête à son entrée, et ses yeux s'arrêtèrent immédiatement sur elle, comme s'il pressentait qu'elle portait quelque chose d'important. Clarisse s'approcha sans un mot, puis posa la carte ouverte devant lui. Elle observa sa réaction avec attention. Il pâlit légèrement,
Ses mains, d'abord figées, se tendirent vers le papier. Il le prit, le lissa lentement, comme s'il retrouvait un morceau de lui-même. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis, d'une voix sourde, il murmura « Où avez-vous trouvé ça ?» Clarisse croisa les bras. « Dans un vieux coffre parmi les affaires de ma mère. Vous allez enfin m'expliquer ce que cela signifie ?» Gustave fixa la carte, ses yeux courant sur les marques, les annotations. Il semblait mesurer chaque centimètre du document, comme s'il comparait l'image avec un souvenir précis, toujours vivant en lui. Puis il soupira. « C'est une carte des terres de mon frère, de votre père. » Il ne leva pas les yeux. Clarisse sentit ses jambes fléchir légèrement. Elle s'assit en face de lui, les mains froides. « Mon père, vous dites ça comme si c'était évident. » Il hocha la tête. « Je n'aurais pas dû vous cacher cela. Mais je ne savais pas comment vous le dire. Votre père et moi, nous étions frères. » Clarisse resta muette. Elle sentit un vertige. Elle avait toujours cru que son père était un inconnu, une figure lointaine et sans visage, absente de son enfance. Et voilà que cet homme assis devant elle, cet inconnu de 70 ans qui avait frappé à sa porte par une nuit de pluie, affirmait être son oncle. Pourquoi ne suis-je jamais au courant de ça? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé de vous ni de cette terre? Demanda-t-elle, la voix sèche. Gustave posa la carte sur la table. Il avait les traits tirés, les paupières lourdes. Parce qu'elle voulait couper avec tout cela. Mon frère, votre père, était un homme dur, très dur. Et nos différends ont creusé un gouffre dans la famille. Quand il est mort, je l'ai appris trop tard. Votre mère était déjà partie. J'ai essayé de la retrouver. J'ai cherché pendant longtemps, mais sans rien. Clarisse se leva, fit quelques pas dans la pièce, les bras serrés autour d'elle. Elle ressentait à la fois de la colère, de la confusion et une pointe d'espoir irrationnel. Et maintenant, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi frapper à ma porte après tout ce temps? Gustave la regarda enfin. Parce que je n'ai plus rien, plus de famille, plus de maison. Cette carte, c'était tout ce qui me restait. Et je voulais voir ce qu'il en était devenu. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je ne savais pas que vous étiez vivante, que vous aviez grandi dans cette cabane. Clarisse se rassit, posant les coudes sur la table, les mains croisées devant son visage. Elle sentait sa gorge se serrer. Tant de choses lui échappaient encore. Mais une pièce du puzzle venait de se placer. Ce nom, Duval, ce frère disparu, ce vieil homme devant elle. Tout prenait une autre dimension. Elle reprit la carte et l'examina à son tour. Les repères, les numéros, les croix rouges. Elle reconnut soudain un détail. Le chemin vers la maison du haut. C'était celui qu'elle empruntait parfois pour chercher des baies sauvages. Cette terre n'était pas imaginaire. Elle existait. Et elle était à quelques kilomètres de là. Gustave, voyant son regard, ajouta d'un ton plus doux « Cette maison est toujours là. Je suis passé devant avant de venir ici. Elle est vide. Personne n'y vit depuis longtemps. » Clarisse le fixa. « Elle nous appartient. » Il hésita. « Elle appartenait à votre père. Techniquement, je suppose que vous êtes la dernière héritière. » Les mots résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. Héritière. Elle, la femme qui vivait de fromage et de légumes, pourrait être propriétaire de terres qu'elle n'avait jamais vues comme sienne. Mais elle savait que rien ne serait simple. Il restait encore des secrets, des vérités enterrées. Cette carte était un indice, pas une conclusion. Et ce que Gustave savait, ce qu'il taisait encore, pouvait changer toute la perception qu'elle avait de son passé. Elle replia lentement la carte et la glissa dans une enveloppe. Ce soir-là, elle ne parla presque pas. Mais au fond d'elle, une résolution nouvelle naissait. Elle devait voir cette maison. Elle devait découvrir de ses propres yeux ce que sa famille avait laissé derrière elle. Le lendemain matin, Clarisse se leva avant le lever du soleil. Une nuit agitée, envahie de pensées désordonnées, l'a empêchée de trouver le repos. Elle avait trop de questions et pas assez de réponses. Le nom Duval, désormais prononcé à voix haute dans sa propre maison, lui tournait dans l'esprit comme une incantation oubliée. La carte trouvée dans le coffre, les aveux partiels de Gustave et cette propriété inconnue marquée à quelques kilomètres de là formaient un ensemble de fragments qu'elle ne savait pas encore comment assembler. Elle n'était pas habituée à porter le poids de révélations familiales. Elle connaissait la solitude, le labeur, les habitudes simples d'une vie rurale. Mais cette histoire qui émergeait lentement jour après jour l'obligeait à faire face à un passé dont elle n'avait jamais eu les clés. Ce matin-là, elle décide de se rendre au village. Elle n'y va pas souvent, préférant limiter ses contacts à ce qui est nécessaire.
vendre ses fromages, acheter quelques graines ou outils, repartir rapidement. Mais aujourd'hui, elle veut confronter le regard des autres, sentir si quelque chose, dans cette nouvelle histoire, a déjà filtré au-delà de sa cabane. Elle propose à Gustave de l'accompagner. Il hésite puis accepte d'un hochement de tête. Il semble fatigué plus encore que les jours précédents, mais Clarisse devine en lui une tension, une vigilance qu'elle n'avait pas remarquée jusque-là. Ils marchent en silence jusqu'au village, à travers les chemins humides et les herbes lourdes de rosée. Clarisse sent la présence du vieil homme derrière elle, légèrement en retrait, comme s'il voulait se faire oublier. Lorsqu'ils atteignent la petite place principale, elle le conduit au seul café encore ouvert en cette saison. Un lieu modeste, avec quelques tables de bois, des journaux froissés et l'odeur persistante de café noir et de tabac froid. Le propriétaire, un homme trapu aux cheveux grisonnants nommé Marcel, les accueille d'un signe de tête. Clarisse commande 2 cafés, s'installe à une table près de la fenêtre. Gustave s'assied lentement, les yeux balayant les lieux avec prudence. Ils ne parlent pas. Le silence entre eux, loin d'être gênant, devient presque une habitude. Mais quelque chose change lorsque Marcel s'approche avec les tasses. Il dépose les cafés, puis fixe Gustave avec insistance. Un pli se forme entre ses sourcils. « Vous êtes Monsieur Duval, non ?» demande-t-il brusquement. Le silence se fige. Gustave ne réagit pas immédiatement. Clarisse le regarde, surprise. Il ne répond pas. Marcel insiste. « Oui, c'est vous. Je vous ai déjà vu. À la foire de Bellac, il y a des années. Vous étiez avec un autre homme, plus jeune. Votre frère, peut-être ?» Gustave finit par lever les yeux. Il sourit faiblement, mais ne dément pas. « C'était il y a longtemps », murmure-t-il simplement. Clarisse, figée, sent une étrange sensation lui parcourir le corps. Il avait donc menti. Depuis le premier jour, il avait donné un autre prénom. Il s'était présenté comme un simple voyageur, perdu, silencieux. Mais il portait le nom Duval, le nom de son père. Elle fixe Marcel. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» L'homme acquiesce sans hésitation. « Sûr et certain. Je n'oublie pas un visage, surtout pas quelqu'un de la famille Duval. Ils étaient connus dans toute la région. » Le malaise devient palpable. Gustave baisse la tête, évite les regards. Clarisse se lève brusquement, le cœur battant. « Pourquoi m'avez-vous menti ?» demande-t-elle, la voix basse mais ferme. Il lève les mains, comme pour apaiser. « Je ne voulais pas que vous rejetiez ce nom avant même de me connaître. Je ne savais pas comment vous alliez réagir. » Elle sort du café sans un mot de plus. La colère gronde en elle. Non pas une rage explosive, mais une déception sourde, une blessure nouvelle. Elle traverse la place, s'arrête près du vieux puits. Gustave la rejoint lentement. Il se tient à distance. « J'ai eu peur, » dit-il simplement. « Peur de ne pas être accepté. Peur que le passé me condamne. » Clarisse le regarde, les bras croisés. « Vous avez eu peur, et moi j'ai grandi sans père, sans savoir d'où je venais. Vous n'étiez pas obligé de tout dire d'un coup, mais mentir. C'est autre chose. » Il acquiesce, tête basse. « Vous avez raison. Je ne peux pas effacer mes erreurs. Mais je peux, si vous m'en donnez le droit, vous raconter tout. » Clarisse ne répond pas. Elle reprend lentement le chemin de sa cabane et il la suit sans protester. Le trajet se fait dans un silence épais, cette fois plus tendu, plus fragile. De retour à la maison, Clarisse reste dehors quelques instants, les mains appuyées sur la clôture. Gustave entre seul. Elle finit par le rejoindre. Il est assis, les yeux dans le vide. « Je m'appelle Gustave Duval », commence-t-il d'une voix ferme. « J'ai 70 ans. J'ai été propriétaire de terre, de bétail, d'une ferme que vous connaissez peut-être sous le nom de la Maison du Haut. J'étais le frère d'Étienne Duval, votre père. » Il s'arrête, laisse passer un long silence, puis poursuit. « Nous étions en désaccord sur presque tout. Étienne ne voulait pas partager. Il ne voulait pas qu'Odette reste. Il a tout fait pour qu'elle parte. Quand elle l'a fait, il l'a effacée de sa vie. Et moi, je n'ai pas eu le courage de m'interposer. » Clarisse l'écoute sans l'interrompre. Il continue. « Après la mort d'Étienne, j'ai voulu réparer. Mais vous étiez introuvable. J'ai erré, j'ai vieilli, et je me suis retrouvé sans rien qu'une carte et un nom, Clarisse. » Elle reste un moment sans rien dire, puis murmure « Vous portez le nom de celui qui m'a été refusé. Vous parlez de réparation, mais vous avez attendu qu'il soit presque trop tard. » Gustave baisse la tête. « Je sais, et je ne demande pas de pardon. Je demande seulement une chance pour vous dire ce que j'aurais dû dire bien plus tôt. » La soirée tombe. Clarisse range lentement les tasses.
Elle sent que la journée a ouvert une faille irréversible. Le nom Duval n'est plus une ombre. Il est vivant, réel, avec un visage, une voix, une histoire. Elle ne sait pas encore si elle est prête à lui offrir cette chance. Mais une chose est certaine, elle ne pourra plus faire semblant de ne pas savoir. Le lendemain matin, Clarisse se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, mais cette fois sans se lever aussitôt. Elle resta allongée, fixant les lattes du plafond au-dessus d'elle, le regard perdu dans une mer de pensées. La révélation de la veille avait bouleversé tous ses repères. Gustave Duval. Ce nom, désormais lié à son existence d'une façon irrévocable, résonnait dans son esprit avec une intensité sourde. Il était là, à quelques mètres d'elle, sous son toit, vivant, tangible, avec son passé, ses regrets, ses silences. Elle aurait voulu crier, mais aucune voix ne venait. Le tumulte était intérieur, froid, méthodique, une colère sans éclat mais tenace, enracinée. Lorsqu'elle descendit enfin, elle le trouva déjà debout, assis à table, une tasse de café entre les mains. Il la salua d'un simple regard. Il ne parla pas, elle non plus. Elle s'assit en face de lui sans rien dire. Il n'y avait rien à dire encore. Le silence faisait partie de ce qu'ils étaient devenus, deux inconnus liés par une histoire commune qu'ils ne maîtrisaient plus. Ce fut Clarisse qui rompit l'immobilité la première. Elle se leva, sortit une petite boîte en fer blanc d'un placard haut, l'ouvrit et en sortit quelques documents, jaunis, cornés. Elle les posa sur la table. « C'est tout ce que j'ai sur ma mère. Rien sur mon père, rien sur vous. Mais peut-être que vous trouverez quelque chose. » Gustave observa les papiers, les feuilleta lentement. Il semblait lire avec une concentration douloureuse. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il reconnut une lettre, probablement écrite de sa main des décennies plus tôt. Il ne la prit pas, se contenta de la regarder longuement, sans un mot. Clarisse le fixait. Elle voulait comprendre. Elle ne voulait plus deviner. Pourquoi mon père m'a-t-il rejeté? Pourquoi personne ne m'a cherché? Gustave inspira profondément. Il semblait porter chaque mot comme un poids qu'il devait extraire lentement. Ton père n'était pas un homme simple. Il avait hérité des terres, des responsabilités, d'un nom qu'il considérait comme un pilier. Quand il a appris qu'Odette attendait un enfant, et que cet enfant n'était pas voulu selon ses termes, il l'a vu comme une menace. Pas une femme, pas une compagne, une perturbation. Il lui a tourné le dos. Et moi, je n'ai rien fait. Clarisse baissa les yeux. Ces paroles, même si elles ne contenaient rien de nouveau sur le fond, portaient une vérité crue qu'elle n'avait jamais entendue aussi clairement. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi sa mère avait choisi de s'effacer, de se cacher dans cette cabane isolée, loin des querelles et des dominations. Gustave continua, sa voix plus posée, plus assurée. Après la mort d'Étienne, j'ai tenté de réconcilier les choses. Mais tout avait disparu. Les papiers, les traces, Odette et toi. Je n'avais plus que cette carte des souvenirs et l'idée que peut-être un jour je vous retrouverai. J'ai vendu ce que je possédais. J'ai parcouru la région, sans adresse, sans contact. Et un jour, il y a quelques semaines, j'ai entendu parler d'une femme seule, vendant des fromages près de Limoges, avec des yeux qui rappelaient ceux d'une certaine Odette. J'ai suivi cette rumeur, et je suis tombé ici. Par hasard, ou pas. Clarisse se leva, marcha dans la pièce, fit quelques pas vers la fenêtre. Elle observa les champs au loin, des herbes hautes, des arbres robustes, le même paysage qu'elle avait vu toute sa vie. Mais aujourd'hui, il paraissait différent, comme s'il avait été vu à travers les yeux d'un autre. Elle se retourna. « Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vous appelle oncle? Que je vous remercie ?» Il secoua la tête, lentement. « Je n'attends rien. Rien d'autre que la possibilité de poser les choses, de dire ce qui a été tu, et peut-être, si tu le veux, t'accompagner encore un peu. » Le ton n'était ni suppliant ni dramatique. C'était une proposition nue, sans fioriture. Clarisse s'approcha de la table, s'assit à nouveau. Elle reprit les documents, les rassembla, les rangea sans précipitation. Puis elle dit « Je veux savoir ce qu'il reste de ces terres, de cette maison, si c'est vraiment à moi. » Gustave acquiesça. « On peut y aller demain. C'est à moins de 2 heures de marche. Elle est vide, fermée depuis longtemps. Mais elle tient debout, et elle t'attend d'une certaine manière. » Le reste de la journée se passa dans un calme étrange. Clarisse s'occupa de ses chèvres, de son potager, de son pain à cuire.
Gustave resta à l'intérieur, parfois lisant, parfois simplement assis, plongé dans ses pensées. Leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises, sans animosité, mais sans grande chaleur non plus. Ils s'observaient, deux mondes forcés de se côtoyer, sans encore savoir s'ils pouvaient se relier. Le soir, au coin du feu, Gustave sortit une petite boîte en cuir de sa veste. Il la posa sur la table, sans un mot. Clarisse l'ouvrit. À l'intérieur, une bague en or, simple, ancienne, gravée à l'intérieur des initiales ED et la date 19 juin 1976. Elle leva les yeux vers lui. Il expliqua. « C'est la bague de mariage de ton père. Il ne l'a jamais portée. Il l'avait commandée avant qu'Odette parte. Il ne l'a jamais récupérée. Je l'ai prise sans rien dire. Elle t'appartient. » Clarisse referma la boîte lentement. Elle ne savait pas encore si elle voulait de cette histoire, mais elle n'était plus une inconnue. Elle faisait désormais partie d'elle. Dans le silence du soir, Gustave parla une dernière fois avant d'aller se coucher. « Tu ne me dois rien, Clarisse, mais tu as le droit de savoir, de choisir. Et si tu veux tourner la page, je le comprendrai. » Elle ne répondit pas. Elle regarda le feu crépiter, les ombres danser sur les murs. Demain, ils iraient voir la maison du haut. Et là, peut-être, le passé trouverait enfin un chemin vers le présent. Le jour suivant, au petit matin, Clarisse et Gustave prirent le chemin de la maison du haut. Ils quittèrent la cabane au lever du soleil, marchant côte à côte sur un sentier de terre détrempé, bordé de haies et de talus fleuris d'orties et de marguerites sauvages. À chaque pas, Clarisse sentait son cœur battre plus fort, tant l'émotion de ce déplacement vers un lieu inconnu mais si proche de son histoire l'étreignait. Elle observait Gustave à l'arrière, les épaules voûtées, le regard fixé sur le paysage, comme s'il retrouvait des souvenirs enfouis dans chaque arbre, dans chaque monticule de pierre. La matinée s'étira en silence pesant, seulement troublée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuillages. Au bout d'un moment, elle brisa la quiétude. « Vous n'avez jamais voulu revenir avant ?» Il tourna la tête vers elle, incertain, puis répondit « J'aurais voulu, mais je craignais que le passé ne me rejette, que tu ne veuilles pas de moi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Chaque mot creusait plus profondément la faille entre leur passé et leur présent. Elle continuait de marcher, les pensées embrouillées. Elle songeait à sa mère, à ce foyer qu'elle n'avait jamais connu, à cet homme fatigué à ses côtés, cet homme qui se révélait être son lien le plus direct avec un héritage qu'elle comprenait maintenant devoir assumer. Vers midi, après avoir franchi un passage boisé et des champs en pente douce, ils aperçurent une bâtisse à moitié cachée par les arbres, la maison du haut. Elle était silencieuse, ses fenêtres fermées, ses volets presque délabrés, les murs couverts de lierre. Le toit semblait intact, mais quelques tuiles manquaient. L'ensemble respirait un abandon ancien. Une senteur de terre humide et de bois pourri flottait dans l'air. Ils s'arrêtèrent un moment à distance, pris par la solennité du lieu. Gustave semblait lutter contre une émotion forte. Clarisse était saisie par la gravité de l'instant. Cette maison était la relique vivante de ce que ses parents avaient laissé derrière eux. Ils s'avancèrent lentement sur le perron. Le bois du seuil craqua sous leurs pas. La porte, vieille mais solide, céda doucement à leur pression. Ils pénétrèrent dans un hall poussiéreux où les rayons du soleil perçaient à travers les vitres sales, dessinant des faisceaux de poussière dans l'air stagnant. Un escalier de chêne montait vers l'étage. Des couloirs s'ouvraient à gauche et à droite. Le sol était jonché d'objets oubliés, des journaux jaunis, des chapeaux écrasés, des cadres ébréchés. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant dans la maison vide. À chaque pièce, Clarisse touchait les murs, les poutres, les meubles abandonnés. Elle sentit une nostalgie lourde, comme si le lieu retenait des fragments de voix éteintes, des répliques de rire, des ombres de visages absents. Gustave la suivait sans un mot, souvent immobile, les yeux parfois brillants. Dans une salle de séjour, un vieux buffet portait encore une assiette ébréchée et une carafe vide. Sur une étagère, elle vit une photo encadrée. Odette seule dans cette même maison, le sourire timide. Clarisse s'en approcha, crut heurter une vision. Gustave poussa un souffle. « Je l'ai ramenée ici, autrefois », murmura-t-il. Elle ne lui répondit pas. Elle posa la photo délicatement sur une table. Il s'assit près d'elle, les genoux serrés. Le silence pesa. Puis il parla d'une voix rauque, lente. « Je n'ai pas voulu te dire cela avant, parce que j'avais peur que ce soit trop pour toi. Mais cette maison, avant d'être la maison du haut,
appartenait à ma famille entière. Nous y avons vécu ensemble, fermiers modestes au début, avant que tout ne se divise. Tes parents l'ont connu à une époque où les tensions familiales étaient déjà fortes. Mais Odette aimait cet endroit. Elle y revenait le plus possible. Il marqua une pause, comme pour donner à ses mots le temps d'être compris. Après la naissance, de toi, elle est partie pour t'épargner les querelles. Elle venait ici parfois, clandestinement, pour veiller sur toi de loin. Mais elle n'a jamais voulu que tu reviennes ici sans être prête. Clarisse sentit ses mains trembler. Elle regarda autour, cherchant des traces. Il se leva et l'invita à monter à l'étage. Ils gravirent l'escalier avec précaution. Au premier palier, une porte entr'ouverte révéla une chambre à demi sombre, des rideaux effilochés, un lit défait recouvert de poussière. Sur le mur, un nom gravé à peine visible, Odette. Clarisse frissonna. L'émotion monta en elle jusqu'à presque la suffoquer. Elle toucha les murs, les vêtements fanés abandonnés dans un coin. Elle sut, dans ce moment, que sa vie jusqu'ici n'avait été qu'un prélude à ce retour. Le passé n'était plus une abstraction, il l'enveloppait désormais. Dans cette pièce, elle vit un coffret posé sur une commode. Elle l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, des lettres, des objets personnels, un carnet à couverture de cuir, des dessins, des souvenirs intimes entre sa mère et Gustave, des échanges écrits sur l'avenir, sur l'enfant, sur les choix difficiles. Un des papiers restait illisible, l'encre effacée. Elle sentit le poids de ces mots silencieux, portés par le bois fatigué de la maison. Elle reposa le coffret. Gustave s'approcha, posa la main sur son épaule. « Je n'ai pas voulu te priver de toi-même, dit-il. Mais je ne savais pas comment venir vers toi sans te perdre. » Clarisse ne parla pas. Elle s'éloigna de la fenêtre, appuya une main contre le cadre de bois noirci et regarda le paysage à l'extérieur. Les champs, les arbres, la lumière douce de l'après-midi. Elle comprit que ce moment était une croisée des temps, un carrefour entre ce qui avait été et ce qui pouvait être. La maison silencieuse s'étendait autour d'eux, pleine de regards d'ombre et de traces d'amour. Elle s'avança vers Gustave et lui dit d'une voix tremblante « Merci de m'avoir conduite ici. Je veux savoir tout, même ce que je n'ai pas envie d'entendre. » Il hocha la tête, les yeux embués. Ensemble, dans cette maison du haut, ils allaient chercher les fissures du passé, les vérités cachées, les non-dits. Clarisse sentit qu'au-delà de la douleur, il y avait une promesse, celle de reconstruire, pierre par pierre, les morceaux de son histoire, et qu'elle ne serait plus jamais seule face à ses racines inexplorées. De retour à la cabane, après cette longue marche jusqu'à la maison du haut, Clarisse se sentait vidée. Chaque pièce de cette bâtisse lui avait offert une bribe d'un passé qu'elle n'avait jamais connu, mais auquel elle semblait désormais inextricablement liée. Le trajet de retour s'était fait dans un silence inhabituel, plus pesant que les précédents. Ni elle ni Gustave n'avaient prononcé un mot, comme si chacun d'eux craignait de rompre une trêve fragile imposée par la force des souvenirs et des vérités révélées. Une fois à l'intérieur, Clarisse avait à peine pris le temps d'enlever ses bottes trempées qu'elle se mit à fouiller dans les affaires de Gustave. Elle ne voulait plus attendre. Elle avait besoin de comprendre jusqu'où allaient les implications de cette visite à la maison du haut. Gustave la regardait faire immobile sans protester. Il comprenait que le temps du silence était révolu. Elle ouvrit sa petite valise noire, vieille, presque déformée par les années. À l'intérieur, peu de choses. Une chemise propre, soigneusement pliée, quelques livres abîmés, une trousse contenant des documents administratifs et une série de feuilles attachées par une ficelle grossière. Parmi ces feuilles, elle découvrit une enveloppe jaunie, sans adresse, sans timbre, simplement marquée de son prénom, Clarisse. Son cœur s'accéléra. Elle la prit avec précaution, la décacheta et en sortit une lettre manifestement commencée, mais jamais achevée. Les premiers mots étaient tracés à l'encre noire d'une écriture tremblante. « Ma chère Clarisse, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de te rejoindre. » Le texte continuait en phrases hésitantes, pleines de regrets, d'aveux différés. Il y était question d'un passé qu'il n'avait pas su affronter, de terres dont elle ignorait tout, et d'un héritage qu'il souhaitait lui transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Mais la lettre s'interrompait brusquement, la dernière ligne n'étant qu'un trait inachevé. Une déchirure nette séparait le bas de la feuille. Quelque chose manquait. Elle leva les yeux vers Gustave, qui l'observait depuis l'autre côté de la pièce. Pourquoi cette lettre est-elle incomplète?
Où est la suite ? Demanda-t-elle, la voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit « J'avais commencé à l'écrire dans un moment de faiblesse. Puis j'ai perdu le courage. Je l'ai laissé là, croyant que je ne reviendrais jamais. » Clarisse ne répondit pas. Elle retourna à la valise, cherchant un autre indice. Sous les papiers, elle trouva un dossier cartonné, plus épais, scellé par une cordelette. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs feuilles tamponnées, signées, portant l'entête d'un cabinet notarial situé à Brive-la-Gaillarde. En lisant les premières lignes, elle sentit un frisson la traverser. C'était un testament. Rédigé il y a 2 ans, signé de la main de Gustave Duval. Elle parcourut le document avec lenteur. Il y était stipulé noir sur blanc que l'ensemble de ses biens, terres, titres, mobilier ainsi que la maison dite du Haut devait être transféré à sa nièce, Clarisse Lemoine. Elle s'arrêta net. Tout était là. Son nom, son héritage, son avenir. Ce papier rendait tangible ce que jusqu'à présent elle ne pouvait encore qu'imaginer. Elle fixa Gustave. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que ce testament existait ?» Il détourna le regard. « Parce que je voulais d'abord savoir si tu accepterais de me connaître sans rien attendre. Pas pour l'argent, pas pour les terres, juste pour qui j'étais. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais été attirée par la richesse ou les biens. Mais découvrir que ce nom, cette lignée, ce poids qu'elle portait depuis des jours, était aussi accompagné d'une réalité matérielle, la confrontait à des responsabilités qu'elle n'avait pas encore intégrées. Elle replia lentement les feuilles du testament et les rangea dans leur enveloppe. Elle garda la lettre inachevée dans sa main, puis elle s'assit, fatiguée, vidée. « Je ne sais pas ce que je dois faire avec ça », murmura-t-elle. Gustave s'approcha. Il prit une chaise, s'assit à côté d'elle. Il posa la main sur la table, paume ouverte, sans la forcer à la prendre. « Tu n'as rien à faire maintenant, juste respirer. Demain est un autre jour. » Elle resta ainsi, silencieuse, longtemps. La nuit tomba lentement sur la cabane. Les bruits du bois qui craque, du vent contre les vitres et du feu qui se consume dans la cheminée accompagnaient leurs pensées. Clarisse relisait mentalement les mots de la lettre inachevée. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas non plus. Mais elle sut qu'une frontière avait été franchie. Ce n'était plus seulement une quête d'identité. C'était désormais un passage vers un nouveau chapitre, une vie qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Plus tard dans la nuit, alors que Gustave s'était endormi, Clarisse se leva discrètement. Elle prit l'enveloppe contenant le testament, la rangea dans une boîte en bois où elle gardait les objets importants. Puis elle reprit la lettre incomplète et la glissa sous son oreiller. Elle voulait la garder près d'elle. Non pas comme un souvenir, mais comme une promesse de vérité, même imparfaite, même inachevée. Elle s'allongea enfin, le regard tourné vers le plafond. Elle pensa à la maison du Haut, aux pièces vides, aux murs chargés d'histoire, à cette chambre où le nom de sa mère était gravé dans le bois. Elle se dit qu'elle retournerait là-bas, qu'elle prendrait le temps d'explorer chaque recoin, chaque souvenir, chaque vérité. Car maintenant, plus rien ne pouvait être ignoré. Le lendemain, Clarisse se leva plus tard que d'habitude. Le ciel était encore gris, chargé d'une brume épaisse, et le silence dans la cabane était anormal. Elle resta un instant immobile, les yeux encore engourdis, écoutant l'espace autour d'elle. Aucune odeur de café, aucun bruit de pas, aucun grincement de chaise. Quelque chose n'allait pas. Enfilant rapidement un pull et des sabots, elle sortit de sa chambre et constata ce qu'elle redoutait. La pièce principale était vide. La couverture pliée sur le fauteuil près du feu, la tasse sur la table propre, la valise de Gustave absente. Elle parcourut la cabane avec hâte. Elle ouvrit les placards, regarda dans la remise, dans la cour. Rien. Pas de traces, pas de mots. Gustave avait disparu. Clarisse resta un long moment plantée devant la porte, les bras croisés, la gorge serrée. Elle avait peur, mais elle ne voulait pas céder à la panique. Elle tenta de se convaincre qu'il était peut-être sorti se promener ou prendre de l'air. Pourtant, elle savait qu'il n'avait plus la force pour de longues marches. Son visage fatigué, ses gestes lents, son souffle court ces derniers jours, tout indiquait qu'il n'était pas en état de s'aventurer seul, surtout dans cette campagne froide. Elle enfila son manteau, saisit son foulard et prit le sentier vers le village. Sur le chemin, elle interrogea 2 voisins qu'elle croisa au loin. L'un n'avait rien vu, l'autre avait aperçu une silhouette très tôt, marchant en direction de la forêt.
Elle accéléra le pas, l'angoisse montant en elle. Au café, Marcel, le propriétaire, secoua la tête. Non, Gustave n'était pas passé. Personne ne l'avait vu depuis leur dernière visite. Clarisse sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle avait l'impression que le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Le vieil homme avait laissé derrière lui une lettre inachevée, un testament complet et un vide brutal, comme s'il avait terminé ce qu'il avait à faire, comme si, pour lui, tout était dit. Elle rentra chez elle au milieu de l'après-midi. Le ciel s'était éclairci, mais elle ne voyait plus rien autour d'elle. Sa tête bourdonnait. Elle ne mangea pas. Elle ne s'assit même pas. Elle resta debout, figée dans l'entrée, les yeux posés sur la chaise vide. À l'intérieur, un silence qu'elle connaissait trop bien, mais qui, aujourd'hui, prenait une autre dimension, celui de l'abandon. Pas un départ accompagné, pas une absence temporaire. Un vrai silence, définitif, comme une coupure nette. Un homme était entré dans sa vie, avait bouleversé son passé, réécrit ses fondations, puis était parti sans prévenir. Ce n'est qu'en fin de journée qu'elle remarqua un détail, une feuille pliée, coincée sous la latte de bois près de la porte. Elle la ramassa avec précaution. Il s'agissait d'une note manuscrite, écrite à la hâte sur un papier jauni, dont les bords étaient irréguliers, comme si elle avait été déchirée d'un vieux carnet. Les mots étaient brefs, presque tremblés. « Si tu veux me retrouver, va à la maison du haut. » Signé d'un simple « G ». Elle s'assit brutalement, la note entre les mains. Son cœur battait fort. Il était donc retourné là-bas. Elle ne comprenait pas pourquoi. Il y était déjà venu avec elle. Ils avaient tout vu, tout dit. Qu'espérait-il y faire? Avait-il oublié quelque chose? Ou voulait-il simplement finir là où tout avait commencé? Elle ne chercha pas à répondre à ces questions. Elle prit un sac, quelques affaires, une lanterne, et repartit sans attendre. Elle devait le retrouver. Elle ne supporterait pas que la dernière image qu'elle garde de lui soit celle d'un homme fuyant dans l'aube. Le chemin jusqu'à la maison du haut lui parut interminable. Le froid tombait, mordant. Les nuages s'étaient reformés au-dessus des collines. Elle marchait vite, presque en courant, s'arrêtant par moments pour reprendre son souffle. Lorsqu'elle atteignit la bâtisse, la nuit était tombée, mais elle n'avait pas besoin de lumière pour la reconnaître. Elle poussa la porte, entra. L'air à l'intérieur était glacial. Elle appela « Gustave !» Aucun bruit. Elle parcourut le rez-de-chaussée, ouvrit chaque pièce. Rien. Elle monta l'escalier, doucement, chaque marche grinçant sous ses pas. Dans la chambre d'Odette, une faible lumière filtrait sous la porte. Clarisse poussa doucement. Gustave était là, assis sur le bord du lit, le dos courbé, la tête baissée. Il leva les yeux vers elle, lentement. Il était pâle, les traits creusés, mais il sourit. Un sourire mince, fatigué, mais sincère. Elle entra sans parler, posa son sac, s'approcha. Il murmura « Je savais que tu viendrais ». Clarisse s'agenouilla devant lui, prit ses mains dans les siennes. Elles étaient glacées. Il respira difficilement, puis ajouta « Je ne voulais pas partir comme ça, mais je sentais que c'était ici que je devais être. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que je veux finir. » Elle ne dit rien. Elle ne protesta pas. Elle comprenait. Pas avec la raison, mais avec quelque chose de plus profond, plus instinctif. Il n'avait plus la force de lutter. Il était venu là pour attendre, pour que la boucle soit bouclée. Elle l'aida à s'allonger, tira les couvertures sur lui. Il ferma les yeux un instant, puis il les rouvrit. « Tu es forte, plus forte que nous tous. Tu feras de grandes choses. Ne doute jamais de ça. » Elle sentit les larmes monter. Il reprit, la voix de plus en plus faible. « Tu m'as pardonné, même sans le dire. C'est plus que je ne méritais. » Clarisse resta à son chevet toute la nuit. Elle ne dormit pas. Elle écouta sa respiration, veilla sur lui, le regarda parfois sourire dans son sommeil. Elle ne voulait rien oublier. Chaque souffle, chaque mot, chaque silence. Au matin, il dormait toujours, mais quelque chose avait changé, il ne bougeait plus. Clarisse s'approcha, toucha sa main, froid, immobile. Il était parti, paisiblement, là où il voulait être. Elle resta longtemps là, à ses côtés, le cœur lourd mais sans regret. Elle savait que rien ne serait comme avant, mais elle savait aussi que, désormais, elle n'était plus seule. Clarisse resta longtemps immobile, assise sur la chaise en bois au bord du lit, où reposait désormais le corps sans vie de Gustave. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine les rideaux effilés de la chambre, jetant une lumière terne sur le sol poussiéreux.
Le silence n'était plus seulement pesant, il était solennel. Elle avait veillé toute la nuit, observant chaque souffle, chaque soupir, jusqu'à ce que le dernier s'éteigne. Et maintenant que la mort avait fait son œuvre, elle ne savait pas quoi faire, ni pleurer ni parler, juste rester là, témoin d'un départ sans cri ni drame, un départ d'une simplicité déconcertante. Elle se leva lentement, les membres engourdis. Elle s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. L'air frais de l'extérieur entra, portant avec lui l'odeur de la terre, des arbres mouillés, et ce calme unique des matins de campagne. Elle inspira profondément, puis se retourna vers le lit. Gustave avait le visage détendu, apaisé. Il semblait dormir. Clarisse s'agenouilla à ses côtés, posa une main sur la couverture et murmura « Tu es venu jusqu'ici pour mourir, et tu n'as rien exigé. Pas de pardon, pas de reconnaissance, juste la paix. » Elle resta ainsi un long moment, les yeux fixés sur lui. Mais elle savait que ce n'était pas encore la fin. Il restait des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à mettre en ordre. Elle entreprit d'abord de recouvrir le corps avec soin, dans une dignité silencieuse. Elle n'avait jamais dû s'occuper d'un mort. Elle le fit avec une lenteur respectueuse, presque cérémonielle, comme si chaque geste devait graver la mémoire de cet homme dans les murs même de la maison. Ensuite, elle descendit à la cuisine, vida un peu d'eau d'une vieille carafe, lava ses mains et prépara un thé noir fort, ses gestes mécaniques. Le monde continuait malgré l'absence. Elle passa la journée entière à explorer la maison, pièce par pièce, comme pour prolonger ce lien que la mort venait d'interrompre. Chaque porte ouverte, chaque tiroir fouillé, chaque armoire inspectée devenait une façon de découvrir un peu plus de cet homme qu'elle venait à peine d'accepter dans sa vie. Dans une salle attenante au salon, elle trouva une boîte en métal rouillé, cachée derrière une pile de livres anciens. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des documents, des photos. Beaucoup portèrent le nom Duval. Des actes de propriété, des échanges entre notaires, des certificats, mais aussi des lettres personnelles. Des lettres entre Étienne, son père et Gustave. Elle les lut lentement, chaque mot éclairant un pan de l'histoire familiale. Étienne était un homme autoritaire, jaloux de ses terres, de son nom, de ses droits. Il avait vu d'un très mauvais œil la proximité entre Gustave et Odette, même si leur relation était strictement platonique. Dans certaines lettres, Étienne accusait son frère de trahison, l'accusant d'encourager Odette à se rebeller, à quitter la maison, à réclamer une part d'héritage pour un enfant qui, selon lui, n'avait aucun droit. Clarisse sentit la colère monter en elle. Ce père qu'elle n'avait jamais connu s'était acharné contre sa propre existence, sans jamais la voir, sans jamais la nommer. Mais dans une autre lettre, datée de plusieurs années plus tard, elle lut quelque chose qui la bouleversa. Gustave y écrivait à Étienne, le suppliant de reconsidérer sa position, lui parlant de Clarisse, de la jeune fille qu'elle devenait, de la femme forte qu'elle allait être. Il disait qu'elle avait droit à mieux que le silence et l'oubli. Il n'y eut jamais de réponse à cette lettre. Clarisse la reposa, les mains tremblantes. Elle comprenait maintenant pourquoi Gustave était revenu. Il n'était pas seulement venu mourir, il était venu passer le relais. Lui transmettre ce que son frère lui avait refusé, une légitimité. Dans une armoire de la chambre d'Odette, elle trouva une vieille boîte en bois sculptée avec un fermoir en cuivre. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo qu'elle n'avait jamais vue. Odette, jeune, souriante, tenant dans ses bras un bébé, Clarisse. Elle n'avait aucun souvenir de cette photo. Sa mère la regardait avec une douceur immense, un amour calme, simple. Elle comprit alors que malgré la fuite, malgré le silence, Odette n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle avait voulu la protéger. Elle avait fait des choix difficiles, douloureux, mais ils étaient faits par amour. Clarisse posa la photo sur la commode, la contempla longuement. Elle se dit qu'elle la garderait ici, dans cette maison. Ce lieu devait devenir un point d'ancrage, non pas un mausolée, mais un endroit vivant, porteur de mémoire. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation des démarches. Clarisse descendit au village, informa les autorités, fit appel à un médecin pour constater le décès. Elle ne souhaita pas de cérémonie religieuse. Gustave n'en avait jamais exprimé le désir. Elle demanda simplement à ce qu'il soit enterré près de la maison, dans le terrain qu'il avait tant aimé. Marcel, du café, l'aida avec les contacts administratifs. Quelques voisins vinrent présenter leurs condoléances. Tous furent surpris d'apprendre que Clarisse était une Duval.
Certains firent preuve de méfiance, d'autres de curiosité, quelques-uns de respect silencieux. Lors de l'enterrement, ils étaient peu nombreux. Clarisse, Marcel, un vieil ami de Gustave, et 2 femmes du village qui connaissaient vaguement la famille. Clarisse prononça quelques mots simples, debout près de la tombe fraîche. Il n'a pas toujours su quoi dire, mais il a su venir, et il est resté. C'est tout ce que je retiendrai. Le cercueil fut descendu en terre, sous un ciel couvert mais sans pluie. Clarisse resta longtemps près de la tombe, seule, le regard fixe. Elle n'avait pas pleuré, pas encore, mais elle sentait que le chagrin était là, dans son ventre, dans sa gorge. Il viendrait plus tard, peut-être. Pour l'instant, elle devait continuer. Elle retourna vivre quelques jours à la maison du haut. Elle dormait dans la chambre d'Odette, utilisait la cuisine, allumait le feu dans l'âtre. Chaque soir, elle relisait les lettres, consultait les documents, essayait de comprendre l'étendue de ce qu'elle avait reçu. Ce n'était pas seulement une maison, ni des terres. C'était une histoire, une continuité. Et c'était désormais à elle de décider ce qu'elle en ferait. Clarisse vivait désormais entre 2 mondes. Celui ancien de sa modeste cabane près des bois, avec son potager, ses chèvres, ses outils usés par les années de travail silencieux, et celui nouveau de la maison du haut, vaste, chargé d'histoire, de traces laissées par une famille qu'elle n'avait jamais connue, mais qui s'était imposée à elle sans qu'elle les souhaitait. Les jours s'enchaînaient dans une forme d'équilibre fragile. Le deuil ne s'exprimait pas par des larmes, mais par des gestes lents, mesurés, une attention nouvelle à chaque chose, comme si toute action devait désormais avoir un sens. Elle avait pris la décision de rester quelques semaines dans la maison du haut. Elle avait prévenu les voisins, suspendu la vente de ses produits au village et s'était installée dans la chambre qui avait autrefois appartenu à sa mère. La première nuit fut difficile. Le silence y était différent, plus lourd, comme habité par les souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. Elle se levait plusieurs fois pour marcher dans les couloirs, observant les murs, les objets, cherchant dans les détails une présence rassurante. Mais peu à peu, les bruits du bois, les craquements du vieux plancher, les grincements des volets cessèrent d'être des intrus. Ils devinrent familiers, comme si la maison, elle aussi, apprenait à la connaître. Un matin, elle se rendit au village pour rencontrer le notaire dont le nom figurait sur le testament de Gustave. Elle avait pris rendez-vous avec lui pour comprendre les implications légales de la transmission des biens. Maître Grimaud, un homme discret, au regard clair et au ton posé, l'accueillit dans son bureau rempli de dossiers. Il lui expliqua que Gustave avait tout préparé avec une précision rare. La propriété, les terres, les bâtiments, les droits de succession, tout avait été anticipé. Le testament la désignait comme unique héritière, sans condition. Elle n'aurait rien à prouver. Son identité avait déjà été certifiée par les documents déposés lors de la rédaction. Clarisse écoutait, silencieuse, presque incrédule. Ce que Gustave avait construit, il l'avait fait avec sérieux, même si ses paroles à elle avaient toujours été imprécises. Le notaire lui demanda si elle avait l'intention de vendre la propriété. Elle répondit non, sans hésiter. Il lui demanda ensuite ce qu'elle comptait faire des terres. Elle resta silencieuse un moment, puis dit simplement « Je ne sais pas encore, mais elles ne seront ni abandonnées ni vendues. » Il hocha la tête, respectueux. Elle quitta le bureau avec un dossier sous le bras et une nouvelle certitude dans l'esprit. Cette maison ne serait pas un monument à la mémoire de Gustave. Elle serait un lieu vivant, utilisé, habité, partagé. En revenant au village, elle croisa plusieurs visages connus. Certains la regardèrent avec curiosité, d'autres avec une méfiance à peine voilée. Le nom Duval, longtemps associé à une certaine autorité, ne passait pas inaperçu. Et le fait que Clarisse, la fille silencieuse des fromages de chèvre, en devienne l'unique détentrice, éveillait chez certains des regards ambigus. Elle le sentit tout de suite. La rumeur avait déjà fait le tour du village. Elle entendit même 2 femmes discuter sur la place. « Tu sais, c'est elle, la fille d'Odette, celle qui a hérité de tout. » L'autre répondit « Elle n'a rien demandé, mais maintenant qu'elle a tout, il va falloir voir ce qu'elle en fait. » Clarisse ne répondit pas, ne s'arrêta pas. Elle rentra à la maison du haut, monta directement dans la chambre de Gustave. Elle n'y était pas encore retournée depuis l'enterrement. Tout était resté comme il l'avait laissé. Le lit, les objets personnels, le carnet qu'il tenait parfois le soir. Elle s'assit sur la chaise où il passait des heures à regarder par la fenêtre. Elle ouvrit le carnet. Quelques notes brèves, presque illisibles. Des pensées, des observations.
et au milieu d'une page, une phrase soulignée « Peut-être qu'elle saura réparer ce que nous avons détruit ». Ce fut le déclic. Clarisse comprit qu'elle ne pouvait pas simplement occuper cette maison. Il fallait qu'elle lui donne un sens. Elle passa les jours suivants à réfléchir. Puis un matin, elle rassembla quelques documents, se rendit à la mairie et demanda un rendez-vous avec le maire. Il s'agissait d'un homme âgé qu'elle connaissait de vue, mais avec qui elle n'avait jamais échangé plus que des salutations polies. Elle lui exposa son idée. Transformer la propriété du Val en une coopérative agricole destinée aux femmes de la région, principalement celles en difficulté, isolées ou sans ressources, comme l'avait été sa mère. Le maire l'écouta avec attention. Il posa des questions, souleva des points administratifs, mais ne montra aucune opposition. Au contraire, il sembla impressionné par sa détermination. « Ce serait une belle manière d'honorer votre histoire », dit-il simplement. Clarisse sentit une émotion nouvelle naître en elle, de la reconnaissance, non pas pour le nom qu'elle portait maintenant, mais pour l'action qu'elle s'apprêtait à entreprendre. Les premières semaines furent consacrées à des démarches, à des visites de terrain, à des rencontres avec des associations locales. Elle reçut de l'aide, parfois inattendue, parfois méfiante. Elle apprit à négocier, à s'imposer, à parler en public. Elle, la femme solitaire qui avait toujours évité les foules, devint peu à peu un visage connu, une figure respectée. Le pardon, celui qu'elle n'avait jamais su formuler à voix haute, se matérialisa dans chaque décision qu'elle prenait. Ce n'était pas un oubli ni une indulgence, c'était un choix. Elle ne niait rien de ce que Gustave avait omis, de ce que son père avait détruit, de ce que sa mère avait souffert. Mais elle refusait que cela continue à définir son existence. Elle reconstruisait, pierre par pierre, relation par relation. La maison du Haut changeait elle aussi. Elle accueillait désormais des femmes venues d'horizons variés, certaines avec des enfants, d'autres seules. Clarisse les écoutait, partageait son expérience, enseignait ce qu'elle savait de la terre, du fromage, des saisons. Chaque jour, elle découvrait que l'héritage le plus précieux que Gustave lui avait laissé n'était pas fait de murs ou de champs, mais de la possibilité de faire mieux, de choisir une autre voie. Elle continuait à retourner de temps en temps à sa vieille cabane, par nostalgie, par besoin de solitude. Mais elle savait que sa vie avait changé, définitivement. Elle n'était plus la femme effacée que tout le monde regardait à peine au marché. Elle était Clarisse le moine du Val. Et c'était à elle désormais d'écrire la suite de l'histoire. 6 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Gustave. Le printemps avait effacé les gris hivernaux, apportant avec lui des couleurs, des odeurs et une forme d'énergie nouvelle dans la vallée. La maison du Haut, autrefois silencieuse et figée dans le passé, était aujourd'hui vivante, traversée chaque jour par des rires d'enfants, des discussions animées, des cris de chèvres, des voix de femmes décidées à faire valoir leur place. Clarisse, fidèle à ses habitudes, se levait toujours à l'aube, mais ses gestes n'étaient plus les mêmes. Elle ne préparait plus seulement ses fromages pour le marché, elle gérait des cultures partagées, coordonnait les travaux, participait aux réunions de coopératives, rédigeait des dossiers pour les subventions agricoles. Elle, qui autrefois n'avait jamais signé plus qu'une facture, lisait désormais des bilans, rédigeait des comptes rendus et surtout écoutait. Elle était devenue un repère. La maison accueillait désormais 10 femmes, âgées de 25 à 50 ans, certaines avec des enfants, d'autres seules. Des femmes venues de villages alentours, de foyers précaires, de situations parfois complexes. Clarisse ne posait pas de questions sur leur passé. Elle leur offrait un présent utile, structuré, exigeant, mais juste. Chaque nouvelle arrivée était accueillie avec le même principe. Ici, on travaille, on apprend, on partage. Ce n'était pas un refuge passif, mais un lieu de construction. La terre n'était pas facile, le travail agricole encore moins. Mais les visages changés, les mains calleuses, les épaules redressées, témoignaient d'un cheminement réel. Le nom du Val, longtemps associé à l'autorité et à l'isolement, avait peu à peu changé de résonance dans la région. Ce n'était plus un nom redouté, mais un nom prononcé avec curiosité, parfois avec respect. Clarisse ne cherchait ni reconnaissance, ni gratitude. Elle avançait jour après jour, refusant de se laisser engloutir par les attentes extérieures. Ce qu'elle construisait n'avait pas besoin de validation. Elle le savait juste, nécessaire. Et c'était suffisant. Elle n'avait pas oublié Gustave. Il faisait partie de chaque pierre rénovée, de chaque outil rangé, de chaque conversation autour de la grande table de la cuisine.
mais elle ne parlait pas de lui. Elle avait gardé son carnet, sa lettre inachevée, son testament rangé dans une boîte, dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement. Ce n'était pas du déni. C'était une manière de lui faire une place silencieuse, discrète, fidèle à l'homme qu'il avait été dans ces derniers jours. Elle savait ce qu'il aurait pensé de tout cela, et cela lui suffisait. Elle continuait aussi à se rendre régulièrement à sa cabane. Elle ne l'avait pas vendue. Elle l'entretenait, la gardait comme un point d'équilibre, un lieu où elle pouvait redevenir celle qu'elle avait été avant. Elle y passait parfois la nuit, seule, écoutant les bruits de la forêt, les animaux, le vent. C'était là que tout avait commencé. Là qu'elle avait accueilli un soir de pluie, un vieil homme fatigué, trempé, au regard plein d'ombre. Elle repensait parfois à ce moment. Si elle ne lui avait pas ouvert, si elle l'avait chassé, que serait devenue sa vie? Elle ne s'attardait pas sur ces questions. Elle préférait se souvenir de son geste simple. Elle avait dit oui, elle avait ouvert, et cela avait suffi à faire basculer une existence entière. Un jour, alors qu'elle marchait sur le chemin de la colline, celui que Gustave avait emprunté en partant, elle s'arrêta au milieu du sentier. Elle se retourna. La maison du haut, en contrebas, baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Des silhouettes s'agitaient dans le jardin. Des voix portèrent jusqu'à elle. Elle resta là quelques minutes, à observer. Puis elle reprit sa marche, remontant doucement le chemin, les mains dans les poches, le dos droit. Il n'y avait plus de fuite, plus de recherche. Juste un pas après l'autre. Ce même soir, en rentrant, elle trouva une lettre dans sa boîte. Une femme qu'elle ne connaissait pas racontait avoir entendu parler de la coopérative et souhaitait en faire partie. Elle parlait de violence, de solitude, mais aussi d'une volonté de recommencer. Clarisse lut la lettre à voix basse. Elle sentit un poids se poser doucement sur ses épaules, mais aussi une forme de chaleur. Oui, elle répondit quelques jours plus tard. Oui, il y avait de la place. Oui, elle pouvait venir. Elle accrocha cette nouvelle lettre aux côtés des autres, dans une grande armoire de la bibliothèque, désormais remplie de témoignages, de récits, de fragments d'existence rassemblés par un projet né d'un passé difficile. Elle regarda l'armoire, ferma la porte, puis elle sortit dans la cour. Le ciel était clair. Elle leva les yeux, inspira profondément. Elle pensa à Odette, à Gustave, à tous ceux qui n'avaient pas su ou pas pu, et à ceux qui, aujourd'hui, grâce à eux, le pouvaient. Elle avança jusqu'au portail, l'ouvrit, et s'engagea sur le sentier. Ce n'était plus un départ ni une fuite, ce n'était pas une fin, c'était un mouvement naturel, une marche en avant, un pas après l'autre. Le chemin continuait, et elle le suivait.